Allez, nous avons le quorum, nous allons commencer. Il ne vous a pas échappé que nous étions à Clairac. Et je vais donc laisser tout de suite la parole à monsieur le maire de Clairac pour l'accueil. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, mesdames et messieurs, je tiens sincèrement à vous souhaiter la bienvenue à Clairac pour ce conseil communautaire qui est le deuxième de la mandature. Je tiens à remercier également les services de la ville qui ont fait le maximum pour l'organisation de ce conseil communautaire, car au départ, ce n'était pas gagné. Mais bon, nous avons réussi à trouver une place pour tout le monde et j'en suis très heureux. C'est vrai que pour une fois, les 3 Clairaquais du conseil communautaire jouent à domicile. Parce que bon, on a l'habitude d'arpenter les routes du département. Bon, il y a des saisons où c'est très agréable. Ensuite, j'en profite pour vous donner les actualités de Clairac. À notre grande satisfaction, c'est le développement démographique de la commune qui nous satisfait grandement puisque nous dépassons depuis le dernier recensement INSEE les 2800 habitants. Pour être intéressant, les centres-bourgs doivent être équipés en commerce de proximité avec des prix de l'immobilier accessibles aux jeunes ménages ou aux retraités qui désirent une vie plus paisible. Ces conditions sont les principales réponses à nos questions quand nous avons le plaisir de recevoir les nouveaux arrivants en mairie. Pour accueillir ces nouveaux arrivants, il faut également être attractif au niveau des commerces. Et nous avons la chance d'avoir les commerces de proximité indispensables pour fidéliser la population. Depuis 4 ans, ce n'est pas moins de 15 commerces qui ont ouvert sur notre commune. Nous pouvons être heureux de cette situation. Le dernier arrivé, c'est un complexe hôtelier, restauration, de 59 lits, qui sera opérationnel au 15 avril au Château Marite en bordure du Lot. Grâce à cette situation, nous avons stabilisé également les effectifs de nos écoles et nous avons eu la chance d'avoir l'ouverture d'une 4e classe en école maternelle depuis le mois de septembre 2017. Je voudrais également souligner la bonne santé de nos entreprises, que ce soit Terre du Sud, la Société Anonyme Vermande, la coopérative Vallée du Lot, les établissements bars et l'entreprise Sodel, mais qui souffrent dans le recrutement de personnel qualifié et performant pour leur activité. Maintenant, au niveau des projets pour 2019, bien entendu, il y aura la Maison de la Santé, portée par Val-de-Garonne, dont les travaux débuteront en 2019. La sécurisation de la rue Maubec pour la sortie de nos écoles, ainsi que la réalisation d'un parking de 30 places en centre-ville, tout ça pour encore favoriser le commerce à Clairac. Je voudrais dire également qu'au niveau des services, la crèche nous apporte énormément d'enfants et c'est certainement pour cette raison qu'on a un effectif qui s'est stabilisé ces dernières années. Puisque d'abord la crèche qui a été portée par Val-de-Garonne assure complet toute l'année. Au niveau des projets pour 2019, bon, la Maison de la Santé qui sera portée par Val-de-Garonne, dont les travaux débuteront en 2019, la sécurisation de la rue Maubec pour la sortie de nos écoles, avec la réalisation d'un parking sur l'îlot des Frères et dont les travaux débuteront début d'année 2019. Et nous concrétiserons nos projets 2019 par le jumelage de Clairac avec une ville italienne proche de Portogruaro et de Zopola. Voilà.
Et donc, on aura une bonne représentation de notre territoire auprès de nos amis italiens. Donc voilà ce que je tenais à dire, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Je tenais justement à signaler que nous venons d'effectuer une visite sur site, puisque nous étions cet après-midi d'abord à Foyer, pour les problématiques de la crèche et du centre de loisirs, et ensuite ici même à Clérac pour les problématiques de la maison de santé, et que bien ce sont des... Moi je suis très heureux d'être un président qui gère aujourd'hui des dossiers dont on sait qu'ils aboutiront, et non pas comme en début de mandature où on avait quand même beaucoup de doutes sur la pérennité de nos dossiers. Donc aujourd'hui nous sommes sur la voie de l'aménagement de notre territoire. Et cet après-midi, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons fait ces petites visites de site. Merci, monsieur le maire. Je tiens à vous faire les rappels habituels de début de séance. Tout le monde a bien signé sa feuille de présence. Et si vous devez quitter la salle, il faut absolument le signaler. Si vous revenez à la même place. Vous avez affiché ici les prochaines réunions. Jeudi 19 avril, conférence des vice-présidents. Toutes les conférences des vice-présidents se tiennent à 18h en Salle-Garonne. Le jeudi 3 mai, bureau communautaire. Tous les bureaux sont à 18h30, salle Jean Fenouillet à la Voirie à Beaupuy. Le jeudi 24 mai, un conseil communautaire à 18h30. S'il y a des candidats, vous nous le dites, pour le lieu. Et le jeudi 31 mai 2018, conférence des vice-présidents à 18h, donc, salle Garonne. Voilà pour les prochaines réunions. Vous savez que nous avons adopté une nouvelle plateforme électronique de convocation pour l'ensemble de nos conseils et pour l'ensemble de nos données informatiques. Vous allez avoir donc à nouveau une information par mail. Elle vous a déjà été donnée, mais on va vous la rappeler. N'oubliez pas que toutes les invitations, toutes les convocations passent par cette plateforme et qu'il faut réserver vos repas du conseil communautaire. Si vous souhaitez des informations techniques, n'hésitez pas à les demander au service des assemblées. J'ai une petite information concernant le contrat local de santé à vous transmettre. Donc je vous la lis in extenso. Lors du conseil communautaire du jeudi 1er mars à Sainte-Bazeille, nous avons entériné le contrat local de santé et voté pour que le contrat local de santé mentale de la ville de Marmande devienne le volet santé mentale du CLS de Val-de-Garonne Agglomération. Afin d'apporter davantage d'explications, M. Martin, coordonnateur du CLSM de Marmande, propose une réunion le mercredi 23 mai prochain à 18h30 salle Henri de Bounin à Marmande. Cette rencontre organisée à l'initiative du CHD La Candélie, de Val-de-Garonne Agglomération, de l'ASAM et de sa maison Arc-en-Ciel inclura la participation de Mme Pauline Guesnec, chargée de mission au centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale et d'un élu de territoire venant témoigner de son expérience. Tout ça, c'est pour le déploiement donc, du contrat local de santé mentale sur notre territoire, puisque on a toujours beaucoup de difficultés à contacter la personne idoine lorsqu'une problématique se pose. Donc là, vous aurez toutes les informations concernant le déploiement du volet mental de notre contrat local de santé. Autre information, une prochaine réunion du SRADET, c'est très important, le SRADET de la région, donc schéma régional d'aménagement et de développement durable de notre région Nouvelle-Aquitaine, aura lieu à Marmande le 19 avril à la CFP. Les invitations seront envoyées par la région dans les prochains jours, donc pour ceux qui désirent, n'oubliez pas, c'est un moment important puisque je pense que là nous serons dans le volet mobilité, et qui nous concerne donc au premier chef. Ensuite, il y a les 23 et 24 mai prochains au Palais des Congrès de Bordeaux, le CELAC, le Salon des élus locaux de la région Nouvelle-Aquitaine. Le CELAC, chaque année, donc, il se tient au Palais des Congrès
Et là, il y aura, pour tout ce que ça intéresse encore, une table ronde encore sur la GEMAPI qui inquiète toujours autant les élus. Et c'est une table ronde à laquelle donc j'interviendrai au titre de Val-de-Garonne Agglomération. Enfin, dernière information, notre territoire accueillera la prochaine édition des rencontres régionales de l'ADCF le 5 juin. Alors j'ai tenu à ce que nous organisions une réunion sur l'économie circulaire. C'est important, on en a déjà parlé en bureau, au Conseil. Il est important, je pense, de nous inscrire dans cette démarche d'économie circulaire le plus intensément possible. Et donc nous allons avoir une conférence organisée par la DCF avec un intervenant qui est Jean Révereau, qui est coordonnateur pour la Nouvelle-Aquitaine avec moi, et surtout qui est le négociateur pour la DCF de toutes les questions d'économie circulaire. Donc vous aurez là un intervenant de choix. Si vous avez des questions sur tout ce qui concerne l'économie circulaire, ça sera le moment. Et ça sera vraiment, je pense, une réunion très intéressante le 5 juin à l'Espace Expo. Voilà, donc le quorum est atteint. Nous devons désigner un secrétaire de séance. Pour les deux derniers conseils, c'était M. Vincent Paulet, M. Jean-Marc Duban. On passe à qui maintenant? Pas dans ce cas-là. Donc, Madame Gillet, Madame Caroline Gillet. Allez, Madame Caroline Delrieux-Gillet, donc secrétaire de séance. Merci. Ensuite, il y a deux petites erreurs sur les notes. Sur une note, dans le dossier numéro 4, pour l'approbation des cotisations, participations et subventions versées par VGA. Sur la note, il est indiqué qu'Environnement Plus perçoit 26 000 € de subventions, ce qui en fait est la somme totale des subventions accordées à plusieurs associations. Ce n'est pas que Environnement Plus. Donc ce chapitre-là, c'est Environnement Plus et autres. Et ensuite, le montant de la subvention pour la mission locale de la Moyenne-Garonne n'est pas de 25 000 €, mais de 7 000 €. Voilà pour les petites erreurs qui sont dans cette note du dossier numéro 4. Je crois que nous allons maintenant vous passer très rapidement le bilan d'activité 2017, me semble-t-il. Alors je vous rappelle que c'est un bilan d'activité dont nous pouvons être très très fiers, à mon avis. Vous avez, ils l'ont sur table aujourd'hui, ça? Les budgets, oui. Les budgets, vous les avez sur table? Dans les enveloppes. Alors, regardez bien vos bilans d'activité, vous les avez là, avec les budgets 2017. Ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de courbe, donc j'en suis très très fier, j'en suis très heureux. Je voudrais que vous vous inspiriez de la courbe page 7, puisque nous avions eu un très très grand débat. Alors ce sont les maires qui les ont, ce sont les maires, voilà. Et voilà, vous voyez, on fait déjà de la ségrégation à l'agglomération, c'est pas bien ça. En tout cas, nous avions eu des débats très importants pour ce qui concernait la CAF, la CAF-Net, la CAF brute il y a quelques mois. On s'est aperçu qu'on a quand même fait une grande part du chemin. Et moi, je suis très heureux de présenter ce bilan d'activité avec les courbes budgétaires que vous voyez ici. Nous allons donc tout de suite lancer le bilan d'activité 2017. Bonjour et bienvenue en Val-de-Garonne. 43 communes, 62 000 habitants, 410 agents au service des habitants, voici Val-de-Garonne Agglomération. Venez avec moi et découvrons ensemble ce qui s'est passé en 2017 sur notre beau territoire. 2017, un territoire qui s'affirme. Oui, un territoire attractif. 2016, une démarche marketing territoriale voit le jour. 2017, le portrait identitaire du territoire est révélé, les cibles sont choisies. Un travail collectif pour mieux vendre le Val-de-Garonne. Oui, à un territoire relié. Réflexion autour de partenariats avec la métropole bordelaise. Agriculture, tourisme pour une dynamique commune. Oui, à un territoire connecté. Le très haut débit avec les premiers raccordements en fibre optique sur Marmande. Le numérique dans le quotidien des habitants. 80 démarches administratives ouvertes en ligne.
50 commerçants e-city pour acheter ici et en ligne. Et la vitalité de notre écosystème numérique avec l'ancrage de 2 grands événements, le concours Garonne Startup et les rencontres professionnelles touristiques GaroCamp Days. Le plein d'innovation numérique pour le monde du spectacle et de l'événementiel. Logique, car le Val-de-Garonne, c'est le Garo Rock, célèbre festival dont l'agglomération reste le premier fan et partenaire. 2017, un territoire performant. Du mouvement sur les zones économiques. Une belle reconversion du parc Entrée-Tevé à Tonins. Déjà 2 entreprises installées. 70 emplois chez Access Industries et la création de plus de 30 emplois avec l'arrivée d'Aliénor Ciment. Et une réalisation exemplaire de 30 000 m² de toiture photovoltaïque. Marmande Sud, à Samazan, entre dans le giron de l'agglomération. 35 entreprises et 500 emplois sur le site. Et la plaine d'œufs de Cette-Bazeille s'agrandit. Et notre territoire va de l'avant. 5 agriculteurs en herbe dynamisent la couveuse agricole bio, tandis que les 15 producteurs des fermes de Garonne ouvrent en décembre 2017 leur première boutique éphémère en centre-ville de Marmande. Le Val-de-Garonne, c'est aussi le tourisme. Plus de 20 millions d'euros de retombées économiques directes. Les nouveautés 2017 ? La naissance du Zambule, mini-office du tourisme itinérant, et surtout, le lancement du grand projet de voie verte, 23 km de balade entre Marmande et Casteljaloux à aménager sur une ancienne voie ferrée. 2017 au service des habitants. D'abord, ça bouge pour les jeunes. Pour les plus petits, jardin et aire de jeu à la microcrèche de Fauguerolles et au relais assistante maternelle d'Escasseaux-Fort, et réaménagement de l'accès au centre de loisirs de Tonins. Pour les plus grands, top départ de Terrador Jeunesse. 22 actions pour les 13-30 ans, 22 actions pour se former, s'orienter, trouver un emploi, se divertir. 14 associations et collectivités sont à la manœuvre, dont l'agglomération. Ça bouge aussi côté sport. Près de 125 000 entrées en 2017 dans nos équipements aquatiques Aquaval à Marmande, ainsi que les piscines d'été de Tonins, Meillan-sur-Garonne et le Mas d'Agenais. Transition avec la santé. L'agglomération ouvre une 2e structure. Après Gardol à Tonins, voici la maison de santé Simone Veil au Mas d'Agenais. Un contrat local de santé vient prendre en charge la question prioritaire de notre attractivité médicale. Côté logement et cadre de vie. Très apprécié, l'expertise du service Habitat avec ses conseils gratuits et ses aides financières. 124 logements rénovés en 2017, soit 2,4 millions d'euros de travaux subventionnés à 50%. Contrat de ville. Les actions s'enchaînent pour les habitants des quartiers Baille-la-Gravette à Marmande et Cœur de Vie à Tonins. Et l'Europe est avec nous, dans nos villes et villages, avec le programme LEADER. 1,3 million d'euros de financement sur 5 ans pour redynamiser nos centres-bourgs. 20 projets soutenus en 2017. Europe toujours, avec en 2017 le parcours artistique. Artère, circulez, tout est à voir. 11 artistes, 11 œuvres, 11 communes. 2017, côté déplacement. Se déplacer en Val-de-Garonne, c'est le travail quotidien des équipes voiries. Quelques chiffres 2017. 86 km de routes rénovées, 10 000 km d'accotements fauchés et 180 km de fossés traités. C'est aussi les déplacements en bus. 253 356 voyageurs sur notre réseau Evalis et 2155 enfants sur nos 49 lignes de transport scolaire. Et la poursuite du projet de pôles multimodaux autour des gares de Marmande et de Tonins. 2017 et l'environnement. Plus d'égalité avec la création de la redevance spéciale. Avec cette taxe, les professionnels, les établissements publics et les collectivités contribuent désormais plus équitablement au financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Dans nos 7 déchetteries, les horaires ont été adaptés aux habitudes de fréquentation des habitants. Quant à la carte d'accès obligatoire depuis 2016, elle fait désormais partie du quotidien. Environnement toujours, avec la GEMAPI, ou gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En 2017, l'agglomération valide sa stratégie de gestion du risque inondation, faisant ainsi figure de précurseur. Budget 2017. Nous avons donc une agglomération dynamique, possible grâce à un budget sain et porteur d'avenir. 86 millions d'euros en 2017, dont 10 millions d'euros d'investissement. Avec pour la 2e année consécutive, une baisse des dépenses réelles de fonctionnement.
moins 2 millions d'euros depuis 2015. Une performance budgétaire atteinte grâce aux choix politiques des élus et aux efforts des services de l'agglomération. Le lancement en 2017 d'un projet d'administration se déclinant en projet de service vient consolider cette démarche d'amélioration continue. Et voilà pour 2017. Ah si, j'allais oublier. Vous avez remarqué ? L'agglo a changé de logo. Elle a aussi changé la maquette de son journal d'information pour être encore plus lisible et visible. Voilà, maintenant que vous savez tout, place à 2018. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. D'ici là, le Val-de-Garonne vous salue. Bien, merci. Je tiens à signaler que le travail a été fait en grande partie en interne. Et donc, merci à Ludivine pour sa voix, à Marion et toute son équipe pour la préparation de cette vidéo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport d'activité? Vous l'avez tous, je pense, aussi dans les enveloppes. Allez, nous allons passer à l'examen des dossiers. Dossier numéro 1, adhésion de Val-de-Garonne Agglomération au centre de santé du bassin Tonninquet. Je dirais très brièvement pour essayer de lutter donc contre la désertification médicale. Et je donne tout de suite la parole à Christine Voineau. Merci Président, bonsoir. Donc l'association donc centre de santé du bassin Tonninquet est maintenant une réalité. Et donc, il convient de finaliser l'adhésion de VGA à ce centre de santé du bassin Tonninquet. Donc, voilà la délibération qui vous est proposée. Donc, tout d'abord, cette création du centre de santé associatif sur la commune de Tonnin. VGA a été sollicité pour être parmi les membres fondateurs. L'objectif, donc, est d'ouvrir le centre dès le 23 avril 2018 afin de répondre à l'urgence médicale sur Tonnin. Une extension de l'activité du centre de santé pourra être envisagée dans un second temps auprès des communes qui le souhaiteraient. Exposé des motifs. Les membres de l'association seraient constitués par un collège d'institutionnels, la commune de Tonnin, VGA et le CHIC Marmont de Tonnin, et un collège de membres actifs, associations, société civile. En fonction de l'évolution de l'activité du centre de santé, les communes utilisatrices pourront aussi rejoindre l'association. La cotisation annuelle pour les membres fondateurs est de 500 € pour 2018. À ce jour, l'ouverture d'un cabinet est assurée sur 55 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 13h et de 14h à 19h, et le samedi de 8h à 13h. Et ce, grâce au salariat d'un médecin et de vacations complémentaires. Il convient auparavant que VGA délibère pour intégrer dans son intérêt communautaire la participation à des centres de santé associatifs. Valider son adhésion en tant que membre fondateur de l'association. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante. Le conseil communautaire modifie l'intérêt communautaire en matière de politique de la ville dans la communauté, dispositifs contractuels, de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire, en rajoutant dans les actions qui sont reconnues d'intérêt communautaire, adhésion et participation au fonctionnement des centres de santé associatifs créés sur le territoire, le reste sans changement. Valide
l'adhésion de la communauté Val-de-Garonne Agglomération à l'association du centre de santé du bassin Tonninquet. Approuve les statuts de l'association du centre de santé du bassin Tonninquet. Approuve le versement d'une cotisation annuelle de 500 € pour l'année 2018. Désigne les délégués de Val-de-Garonne Agglomération afin de siéger au sein de l'Assemblée générale de l'association du centre de santé du bassin Tonninquet. Donc, je pense qu'au niveau donc, des délégués, il y a Monsieur le Président et moi-même, je pense. Et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération. Donc voilà pour la délibération. Après, donc, je peux faire un résumé un petit peu des statuts. Bien sûr, ce sont les statuts classiques d'une association loi 1901, avec pour but un objet bien particulier. C'est cette association donc a pour objet de créer et de gérer un centre de santé de médecine générale visant au maintien et au développement d'une offre de soins de premier recours sur le bassin de vie du Tonninquet. Donc, le siège social est de ce centre de santé rue Georges Clémenceau, 47 400 à Tonnin. La durée, c'est une durée illimitée. Donc, il se compose donc des membres institutionnels, on l'a dit, 2 représentants chaque fois, la mairie de Tonnin, le centre hospitalier intercommunal et donc VGA. Bien sûr, il y a eu déjà tous les ans une assemblée générale. Les membres donc seront élus pour 3 ans. À la suite de l'assemblée générale, donc il y a eu un bureau de 4 membres, un conseil d'administration de 9 membres et un bureau de 4 membres. Les quatre membres, donc le président. Monsieur Dante Rinaudot, maire de Tonnin. Le vice-président, c'est Michel Besançon, qui est pharmacien à Tonnin. La secrétaire, Madame Sophie Jonquet, qui est également pharmacienne. Et le trésorier, Monsieur Jean-Baptiste Branche, qui est le directeur adjoint du CHIC de Marmande de Tonnin. Donc, voilà un petit peu... il y a un règlement intérieur également qui a été élaboré. On attend, tout est calé pour le moment, on n'attend plus que le numéro ciré, donc il doit nous être communiqué très prochainement. Voilà, s'il y a des questions à partir de ceci. Merci Madame Voineau pour ces indications. Alors je rappelle que nous ne sommes pas dans un débat sur la couverture médicale, sinon nous allons en avoir jusqu'à demain matin. Nous sommes strictement dans une adhésion à une association. Voilà, hein, que le débat se restreigne à ce point de vue-là. Oui, Jacques Bellirit. Un micro s'il vous plaît, là-bas. Oui, merci. Bien qu'on ne soit pas sur un débat, juste quand même rappeler, me semble-t-il, que ce centre de santé vient en complément de la maison de santé qui a été créée. C'est comme ça qu'il faut le voir, même si ce n'est pas forcément, moi, ma tasse de thé, de penser qu'il faille embaucher des médecins pour avoir une couverture médicale. En même temps, la réalité des choses fait que quand on n'a pas de couverture médicale, il faut bien trouver des solutions et que cette solution peut être effectivement une réponse, même si je pense qu'elle doit être temporaire, mais peut être une réponse. Donc pour moi, pas de souci. Donc je pense qu'il faut le faire, même si ce n'est pas ce qui est forcément à privilégier. Toujours est-il que sur Tonnin, il y a un vrai souci de présence médicale et donc il faut trouver des solutions. Et celle-ci sera sans doute permettra de trouver une partie des solutions. Toutefois, une question là-dessus, on est très ciblé, ce qui est assez logique puisqu'on part de Tonnin, mais on est très ciblé sur Tonnin. Si demain,
on a, parce que tout est marqué comme ça, c'est la création d'un centre de santé à Tonneins, c'est voilà, dans les statuts. Si demain, il y a une maison de santé au Mas d'Agenais, si on doit leur ajouter comment ça se passe, voilà, on sera sans doute obligé de changer des éléments du statut. Si, parce que c'est marqué de créer un centre de santé. Voilà, juste, ça sera sans doute obligé. Et ensuite, on l'a appelé pour le Tolenqué. Peut-être que ça se posera pour d'autres lieux que le Tolenqué, dans ce que nous, on appelle les bassins de vie. Donc ça prendra quelque chose de plus large. Donc, est-ce qu'il faut imaginer plusieurs associations ou une seule association qui évoluera avec, en changeant de nom ou avec en changeant de nom ou en faisant évoluer un petit peu les statuts? Voilà, c'était juste la question que je me posais. Oui, la chose est prévue. Donc, effectivement, au départ, on fait les choses sur Tonneins. On se donne le temps de voir, de le mettre en route, de voir comment ça marche. Il n'est pas du tout exclu. D'ailleurs, à un endroit, je crois que c'est précisé, que des communes peuvent adhérer à ce même centre des communes extérieures, donc peuvent s'associer à ceci et seront gérées. Bon, il y avait des demandes, un intéressement par rapport donc à Saint-Barthélemy, mais bon, peut-être le Mas, peut-être on peut agrandir ceci. Il y a Clérac aussi, voilà. Ce n'est pas fermé, hein, c'est quelque chose qui reste ouvert. On se donne le temps de mettre les choses en place et ensuite on avise évidemment et on fait évoluer les choses et ça serait un bon signe si on pouvait faire évoluer les choses dans ce sens. Alors, je pense que c'est déjà effectivement prévu dans l'esprit, mais aussi dans les textes, puisque l'association s'appelle l'Association de gestion du centre de santé du bassin Toninquet. Et l'objet est très clair. Cette association a pour objet de créer et gérer un centre de santé de médecine générale visant au maintien et au développement d'une offre de soins de premier secours sur le bassin de vie du Toninquet. Donc on est vraiment sur le bassin au titre de la CODEM, en fait. Hein. Voilà. Oui, si ce n'est que la CODEM, pardon, c'est pas un bassin de vie, mais la CODEM prend effectivement le MAS, MAS Clérac, mais prend pas, par exemple, Saint-Barthélemy ou le reste. Donc, c'était juste cet aspect-là, mais à mon sens, il ne faut pas y en avoir 50. Donc, ça doit être un seul. C'est juste des termes qui pourront évoluer dans le cadre des statuts. C'était juste ça que je voulais... Oui. Et effectivement, concernant Saint-Barthélemy, j'avais demandé à ce qu'on revoie, et c'est un travail qui est en cours, notre propre sectorisation de couverture médicale au sein de VGA, parce qu'effectivement, elle ne correspond pas à nos limites administratives. Donc, il va falloir effectivement qu'on s'y penche. Oui, le travail, mais Joël pourrait en parler mieux que moi, je le connais, mais le travail sur la détermination des périmètres médicaux par la CODEM, effectivement, c'est affranchi et heureusement, me semble-t-il, dans certains cas, c'est affranchi des limites administratives des communautés ou des communautés. Et heureusement, dans certains cas. Donc, je pense qu'au-delà de ça, c'est juste des termes qu'il faudra faire évoluer, c'est tout. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Pain. Le micro. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, bonsoir. En pratique, sur Tonneins, le nombre de médecins ou d'équivalents qui vont arriver en activité. Pardon, j'ai pas compris. En pratique, sur Tonneins, le nombre de médecins ou d'équivalents qui vont arriver en activité. Ben, presque Alors, tous. Hein. À partir du 25 exactement, puisqu'ils se mettent en place le 23, mais à partir du 25 avril, il y a donc une couverture de 55 heures qui va être par semaine, qui va être assurée. Donc, les choses vont commencer avec un médecin que l'on connaît, qui est connu de tout le monde. Et ensuite, au mois de mai, il doit y avoir effectivement un complément avec un autre médecin qui viendrait donc faire des vacations. On commence comme ça, en espérant donc attirer d'autres médecins. Mais ça commence avec déjà un médecin dès le 25 avril. Monsieur Bernard Magnier. Oui, jusqu'à présent, VGA, concernant les maisons de santé,
se situer dans une logique d'investissement. Ça a été le cas au Mas de Genève, ça a été le cas également à Tonnes, puisqu'on a investi à Tonnes. Aujourd'hui, on nous propose de faire partie d'une association et, à travers cette association, d'entrer de plein pied dans une logique de fonctionnement, ce qui est tout à fait différent. Au Mas de Genève, si mes souvenirs sont bons, on est dans une logique de fonctionnement de médecine libérale. Aujourd'hui, à Tonnes, on rentre dans une autre logique qui est une logique de médecine salariée. Une drôle de logique d'ailleurs, parce qu'ils ne seront ni plus médecins libéraux, ni médecins hospitaliers d'ailleurs, puisqu'ils auront un statut assez bâtard. Alors je me pose la question, Jacques Bilirit le disait, est-ce que cette solution ne va pas faire jurisprudence? Est-ce que toutes les maisons de santé ne vont pas s'en emparer pour demander à VGA de voler à leur secours? Est-ce que nous savons vraiment où nous mettons les pieds, dans quel engrenage nous mettons le doigt, en rentrant directement dans du fonctionnement? Et est-ce bien la vocation de VGA d'entrer dans du fonctionnement d'une maison de santé? Je dis bien du fonctionnement au quotidien, avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire le financier, la gestion des personnels, etc. Alors, je vais essayer de vous répondre le plus simplement possible. Ce type de fonctionnement m'a déjà été présenté il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 ans, je l'avais refusé. Je l'avais refusé parce qu'effectivement, je considérais que, bien qu'il soit techniquement séduisant, il ne correspondait pas à notre mission. Et donc, j'avais dit, on verra, on le déploiera s'il y en a vraiment besoin. Et aujourd'hui, il s'avère que, je sais que, M. Magnier, vous ne faites pas partie du Tonninquais, mais allez faire un tour à Tonnes, vous allez voir. La zone de Marmande, c'est 1 médecin pour 2000 habitants. La zone de Tonnes, c'est 1 médecin pour 4400 habitants, quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a de vraies difficultés. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de couverture de santé. Je ne voulais pas qu'on aborde ce dossier parce qu'on va en avoir encore jusqu'à demain matin, mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un prenne des décisions. Et ces décisions-là, eh bien, nous les prenons parce qu'il est légitime que l'agglomération tienne sa place dans les services à la population, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, le service au titre de la santé, j'estime, est un service comme un autre. Et s'il n'est pas rendu, et moi je suis une profession libérale, je suis moi-même un médecin libéral, s'il n'est pas rendu, si ce service n'est pas rendu par la médecine libérale, eh bien c'est la médecine salariée qui le rendra. Parce qu'au bout du compte, ce qui est important, c'est que les gens puissent être soignés. Et très sincèrement, moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y ait des stéthoscopes qui se baladent et qui puissent aller apporter leur art, soit à domicile, soit dans les cabinets médicaux, mais au moins qu'il y ait des stéthoscopes qui travaillent, et pas qu'on reste dans cette situation d'attente où tout le monde se regarde en chien de faïence, que ce soit les différents gouvernements qui se sont succédés, nous-mêmes en tant que responsables de collectivités locales. Maintenant, ça suffit. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ce n'est pas du tout une situation satisfaisante, mais au moins elle a le mérite d'exister et elle va permettre aux personnes, aux malades de la zone du Tonninquais, eh bien d'être soignées. Et moi, je soutiendrai donc cette proposition. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Joël Oquelet, et ensuite Francis Dutil. Oui, alors, conformément à l'objectif, je ne reviens pas sur le débat, l'utilité, tout ça, je partage d'ailleurs ce qui a été dit. Je voudrais juste revenir sur, demander des précisions sur l'association elle-même. Donc j'ai bien entendu que c'est une association dont le rôle est de créer et gérer. Donc je n'ai pas entendu parler de chiffres. Le modèle économique du centre de santé, comment il va s'équilibrer? En gros, qui va payer le médecin? Le centre de santé, normalement, qui encaisse les honoraires que d'habitude le médecin encaisse directement, le centre de santé l'encaissera. Ça, d'accord, il y aura ça comme revenu. Il y aura aussi la participation de la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il y a un système qui fait pour cela. Est-ce qu'on a une idée du modèle économique pour financer 1,5 médecin et demi? À quelle hauteur? Le nombre d'heures, 35 heures et demie, 39? Le secrétariat, oui, non, qui le paye? La comptabilité, je rappelle qu'un centre de santé est en tiers payant, c'est-à-dire que le malade n'avance pas d'argent et le centre de santé se fait régler. Pour ce qui est de la part assurance maladie, ça marche très bien avec le système carte vitale, il n'y a pas de souci, l'informatique, ça roule.
Pour tout ce qui est la partie complémentaire, rien que sur l'Aquitaine, c'est plus de 400 complémentaires à gérer. Je vous donne une idée. Donc, il faut vraiment, c'est un travail, il faut le gérer. C'est bien pour ça que la profession a refusé le tiers payant généralisé d'ailleurs. Donc voilà, sur le schéma économique de l'association, puisque on se lance dedans. Alors, est-ce que c'est l'hôpital qui paye le médecin et puis, bon, ben, l'association, quel sera son rôle? Enfin, voilà, le schéma, le montage tel qu'il est prévu. Francis Dutil. Oui, je vais répondre puisque j'étais pas à l'initiative de la création, mais le jour où la création s'est faite sur Tonnein. Et donc, le directeur de l'hôpital, M. Meyer, a donné le modèle économique en précisant que ce n'est pas dans le cadre de la maison de santé, c'est à côté. Donc, c'est les médecins qui ne seront pas dans la maison de santé. Ils seront dans des locaux mis à disposition, mais gratuite pour l'instant, payante pour le futur de la part de la ville de Tonnein. Et le modèle économique qui a été présenté, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire, mais en intégrant tout ce que tu viens de dire, Joël, il suffit de 3 visites et demie à l'heure pendant 50 heures pour amortir ce qui est prévu aussi bien sur les charges liées au fonctionnement d'un secrétariat, de la récupération des sommes dans les diverses mutuelles et aussi un loyer éventuellement payé, puisque moi j'ai posé le cas dans le cadre des maisons de santé du MAS, si on avait un médecin salarié qui vient au MAS, il faudrait que dans le cadre de la gestion de l'association, le loyer du MAS soit bien payé à Val-de-Garonne. Voilà, alors après, je ne peux pas certifier que c'est exact, c'est ce que nous a présenté M. Meyer lors de la création de l'association. Juste, si je peux me permettre, M. le Président, j'entends bien. Juste pour information, le centre de santé communal de Bergerac, qui est à l'équilibre avec 64 patients par jour. Ils ont 2 médecins et demi salariés, 35 heures et demie à 5 000 € net par mois. C'est pour donner une idée d'ordre de grandeur. Voilà. Donc, je dis ça parce que je ne reviens pas sur la nécessité, je l'ai dit, c'est que c'est du fonctionnement. Voilà, je crois que c'est Bernard Magnier qui en a parlé. Donc, bon, au début, ça ne peut pas s'équilibrer tout de suite, ça on comprend bien, mais il faut qu'à terme, me semble-t-il, hein, enfin moi c'est mon opinion, il faut que ça puisse s'équilibrer. Voilà, c'était ça le sens de ma question. Pour démarrer, puisque l'association s'est créée il y a quelques jours, l'ARS qui était présente a annoncé une subvention initiale de 60 000 € pour démarrer. Donc il y a 60 000 € qui seront versés dès le 23 ou le 24, je ne sais pas à quelle date, mais qui va permettre de démarrer, donc de payer la salariée pendant un certain temps, la possibilité de récupérer les médecins et de récupérer l'argent au travers de la Sécu et des complémentaires. Voilà les chiffres qui ont été annoncés au travers de la création de l'association. Et juste une précision statutaire, ils sont inscrits au Conseil de l'Ordre, les 2 médecins, ou du moins celui? Oui, c'est ceux qui sont mal. Hein? Et il a été précisé d'ailleurs pour le fonctionnement qu'ils devraient assumer les gardes comme tout médecin d'une façon normale. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Marie-France Bonneau. Oui, simplement, ce n'est pas pour relancer, ouvrir le débat, mais je pense que on est vraiment dans un problème crucial. On essaie de trouver des solutions. J'ai vu, comme vous tous dans la presse, que le député du Marmandais était aujourd'hui rapporteur sur le problème de la désertification médicale et du réseau médical. Je pense qu'on peut être un excellent laboratoire pour lui, pour se saisir du problème et essayer de le faire avancer aussi. Je pense que plus on sera nombreux à travailler en ce sens, mieux ce sera. Voilà. Je dois préciser que hier, j'ai déposé donc à sa permanence un courrier lui demandant donc un rendez-vous afin de le rencontrer et effectivement de faire partie de la réflexion. Oui, alors Bernard Magnier et Jacques Billéry. Oui, tout d'un coup, je me pose une question et je me dis qu'il y a des endroits qui ressemblaient comme de gouttes d'eau à ce genre de maisons de santé autrefois, qui s'appelaient des dispensaires et qui étaient gérés par la Croix-Rouge ou d'autres acteurs de la santé. C'était leur objet social. Alors, je voulais poser la question, est-ce que par hasard on a fait appel à eux? Est-ce qu'on a eu l'idée de dire, et si on demandait à la Croix-Rouge ou à un autre acteur de venir et d'ouvrir un dispensaire, puisque les locaux sont là, c'est leur métier, ils savent faire, et ça permettrait à ce moment-là aux structures politiques de ne pas entrer, de ne pas mettre le doigt dans des fonctionnements qui, théoriquement, ne doivent pas être le leur. Alors,
Déjà, ce n'est pas nous qui portons l'association. Je crois que vous avez mal lu le dossier. Nous adhérons juste au conseil d'administration, enfin à l'Assemblée générale, hein, et nous versons une cotisation de 500 € par an, point barre. L'association est une institution totalement indépendante, comme toute association loi 1901. Donc voilà, je ne vois pas où est le problème à ce niveau-là. Monsieur Billérit. Juste pour continuer la discussion concernant l'aspect financier. Tout à l'heure, Francis, tu nous as dit effectivement qu'il y avait une aide de l'ARS de départ. Juste, si demain on est en déficit, qui assure le déficit? Je ne pense pas théoriquement que les membres soient appelés là-dessus, mais c'est juste, est-ce que par rapport à l'ARS, est-ce que par rapport à ça, qui va assurer ce déficit? Voilà. Je pense que là, on est dans le cadre du droit normal, c'est-à-dire que dans le droit normal, l'association est dissoute, ou alors si elle relève d'une mission de service public importante qui doit être soutenue par l'ARS financera. Et ça dépendra à ce moment-là de la situation de cette association. Aujourd'hui, on n'est pas devin, donc. Non, mais c'est pas la question. On est bien d'accord qu'en termes de responsabilité, c'est aujourd'hui, clairement. non mais ça c'est une association, il n'y a pas de souci. Voilà. Juste les membres institutionnels, puisque c'est comme ça que ne seront pas appelés sur le déficit. Ben non. Très bien. Pas possible. Juste, il y a quand même quelques décisions des tribunaux qui ont appelé les collectivités. Ah oui, quand il y avait des gestions de fait. Voilà. Juste. Oui, mais en l'occurrence, voilà. Ah non, nous, on est adhérents, nous. On est adhérents. Ouais. Mais on est adhérents. C'est très bien que ce soit. On ne va pas gérer l'association. C'est l'hôpital qui la porte, c'est pas nous. Nous, on ne porte pas. L'association n'est pas portée plus par l'hôpital que par nous, puisque. Ah bah si. Non. Excusez-moi. Là-dessus, regarde, ils font partie des membres institutionnels de l'association et ils ne sont pas plus porteurs que nous dans l'association. C'est juste pour qu'on ait. Sur le nombre de membres, ils sont beaucoup plus que nous. Les autres partenaires, nous sommes très minoritaires, donc nous ne pouvons pas être, à aucun moment, être dans une suspicion de gestion de fait de notre part. C'est totalement exclu. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier? Pas d'autres questions? D'abord, je voudrais apporter une petite modification. Donc, il serait plus opportun que ce soit Francis Dutil qui soit à ma place, donc délégué au sein de cette association, puisqu'il fait partie quand même du secteur toninquais et il suit ce dossier de près avec Christine Boineau. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si vous en êtes d'accord, je vous demande l'autorisation de voter à main levée pour éviter le vote à bulletin secret. Voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord pour un vote à main levée? Tout le monde est d'accord? Donc pour les deux personnes membres de l'Assemblée générale de l'Association du centre de santé du bassin toninquais, Francis Dutil et Christine Boineau, et pour l'adhésion, la modification de l'intérêt communautaire et la validation des statuts, ainsi que le versement d'une cotisation annuelle. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 2. Dossier numéro 2, convention pour l'occupation du site de Jean de Garonne sur la commune de Couture-sur-Garonne. Monsieur Michel Perrat. Merci, Monsieur le Président. Ce dossier a déjà été présenté à un comité de direction de l'Office de tourisme, en conférence des VP, en bureau communautaire, et le dossier a été évoqué également en conseil communautaire à Sainte-Bazeille au mois de mars. Et présenté également en bureau communautaire le 22 mars. Et chaque fois, il a obtenu l'assentiment des élus. L'objet de la note: l'Office de tourisme de Val-de-Garonne occupe et assure l'exploitation de l'équipement Jean de Garonne depuis plus de 15 ans. Le site a besoin de trouver un nouveau positionnement et un nouveau souffle. Une mesure de publicité a été engagée pour confier l'occupation à des fins d'exploitation économique du site à une société privée spécialisée dans la gestion des sites touristiques à vocation patrimoniale. C'est la société Sites et Compagnie qui s'est portée candidate et a présenté sa proposition lors du bureau communautaire du 22 mars 2018. Exposé des motifs:
la société Site et compagnie a manifesté son intérêt pour l'occupation du site de Jean de Garonne dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public. Val-de-Garonne Agglomération a donc engagé une mesure de publicité conformément à l'article L2122-1 et 4 du Code général de la propriété des personnes publiques afin de s'assurer au préalable par une publicité suffisante de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Dans ce cadre, une convention d'occupation temporaire du domaine public, COTD, sera signée par décision du président à compter du 1er mai 2018 pour une durée de 12 mois renouvelable une fois. La société Sites et compagnie a été la seule entreprise à répondre. Il est donc proposé qu'elle présente son activité et sa proposition d'exploitation pour le site aux membres du bureau communautaire, ce qui a été fait le 22 mars. Cette société assurerait la gestion des Jean de Garonne par l'entremise d'une société dédiée, la Compagnie du Fleuve. Outre la signature de la COTD, une convention de subvention dans le cadre du régime juridique des articles 9.1 et 10 de la loi 2321 sera établie avec l'occupante du site, laquelle convention ne fixera aucune contrainte de gestion sur les horaires et sur les tarifs. Val-de-Garonne Agglomération prendra à sa charge les coûts d'entretien et de fluide du site et l'Office de tourisme assumera le financement des dépenses de communication. La subvention sollicitée par la société concernée concerne la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 et qui s'élève à 114 230 €. Il n'y aura pas de surcoût pour VGA car cette somme correspond au déficit de gestion constaté par l'Office de tourisme du Val-de-Garonne pour l'exploitation du site. La subvention qui sera versée en 2018 par Val-de-Garonne à l'Office de tourisme sera donc déduite à cette hauteur. Une décision modificative à venir formalisera les transferts de crédits nécessaires. Il appartient donc aux élus du Conseil communautaire de se prononcer sur l'attribution de la subvention et la signature de la convention. En octobre 2018, la société gestionnaire proposera un programme d'investissement sur le site dont il faudra déterminer les conditions de prise en charge par Val-de-Garonne et la société dans le cadre d'une convention de cet investissement immobilier, de co-investissement immobilier, ainsi qu'une convention d'aide à l'investissement immobilier établie en application de l'article L1511-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ce montage permettra de ne pas avoir à créer de structure pour porter les investissements à venir. La durée de la COT devra être revue à ce moment-là pour tenir compte des délais de retour d'amortissement, des investissements qui seraient réalisés par la société, et la garantie financière de la collectivité pourra également être appelée. Les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver la délibération suivante. Le Conseil communautaire prend acte de la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public au profit de la société Sites et compagnie et de sa substitution après immatriculation à la société La Compagnie du Fleuve, dont l'objet social sera réservé à l'exécution de la présente convention. Précise que cette signature sera effectuée dans le cadre des délégations du président. Approuve la signature d'une convention d'objectifs pour l'attribution d'une subvention de montant de 114 230 € pour la période d'exploitation du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, au profit de la société Sites et compagnie et de sa substitution après immatriculation à la société La Compagnie du Fleuve, dont l'objet social sera réservé à l'exécution de la présente convention. Cette convention étant établie dans le cadre du régime juridique des articles 91-10 de la loi numéro 2321. Précise qu'une décision modificative validera les transferts de crédits nécessaires à la réalisation de cette opération et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer des documents afférents à l'attribution de la dite subvention. Voilà. Merci Monsieur Perra. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Oui, Monsieur Rigal. Oui, bonsoir. Bon, je n'étais pas présent lors de la dernière séance du Conseil communautaire, donc je n'ai pas assisté à la présentation qui en a été faite par la société. J'ai quand même lu attentivement le dossier qui nous a été communiqué.
Et donc, si je comprends bien, hein, il nous est proposé de valider une convention pour l'occupation du site de Jean de Garonne en vertu des dispositions de l'article L2122-1 du Code de la propriété des personnes publiques. L'objectif de cette convention est de confier à la Compagnie du Fleuve, société constituée par la société Sites et Compagnie, les missions suivantes. Assurer pendant 1 an l'exploitation du site sans contrainte de gestion. Je ne suis pas un juriste émérite, mais cette clause me semble exorbitante du droit public. On ne peut pas confier la gestion d'un bien public sans contrainte de gestion. Deuxième objectif, c'est de structurer un programme d'investissement, puis de développer dans le cadre d'un projet d'entreprise en partenariat avec VGA. Au niveau financier, VGA versera une subvention de 114 230 €, sachant que VGA prend ainsi en charge les coûts d'entretien et fluides et que l'Office du tourisme assurera les dépenses de communication. Vous l'aurez compris, je ne vous cache pas que je suis très surpris de ce montage juridique. J'aimerais savoir si vous avez interrogé les services préfectoraux sur la légalité de cette opération. Je pense qu'en l'occurrence, compte tenu de la durée du contrat, un contrat de prestation de service aurait été plus adapté, puisque la prestation, si on la résume, consiste à réaliser un audit de la structure et à envisager une stratégie de développement. Je m'interroge aussi sur la légalité de la gratuité de l'occupation, de l'utilisation privative du domaine public. Voilà, je vous remercie. Alors d'abord, il faut vous dire qu'il y a une histoire à ce dossier. L'histoire, c'est le site Jean de Garonne qui arrive en bout de course. Et donc ça fait maintenant 2-3 ans que nous nous posons les questions. Comment investir? Pourquoi investir? Quoi construire? Nous n'avons pas les réponses. Nous n'avons pas les réponses parce que les premiers investissements qu'on nous a proposés, les premières idées qui ont émergé, c'était 800 000 € d'investissement. Et 800 000 € d'investissement, avant d'investir ça, moi je veux avoir un minimum de garantie et de visibilité. Donc aujourd'hui, la visibilité est très nébuleuse et les garanties sont voisines de 0. Donc avant de prendre une décision sur Jean de Garonne, je préfère, et ça a été largement partagé, que ce soit en conférence des vice-présidents ou en bureau, je préfère que des professionnels du secteur nous donnent leur avis, et surtout des professionnels qui connaissent déjà le site, semble-t-il, parce que ça fait un petit moment qu'ils connaissent Jean de Garonne. Mais surtout, je pense que autant notre office de tourisme a beaucoup de compétences dans la valorisation de notre territoire, la valorisation intellectuelle de notre territoire et de ses produits, autant sur la gestion pure, la stratégie touristique, c'est aujourd'hui affaire de professionnels. Et ne mélangeons pas les métiers. Je crois ce serait une erreur que de mélanger les métiers. Nous avons affaire là, et la première fois que je les ai rencontrés, j'ai quand même senti des personnes qui savaient de quoi elles parlaient. Ces personnes-là, la société a délivré au bureau l'ensemble de son carnet d'intervention, de toutes ces références qui sont assez impressionnantes. Voilà. Et je crois que nous avons affaire à des gens qui ont l'expertise que nous attendions. Cette expertise se monnaie, bien évidemment. Après, ça ne veut pas dire que demain, nous leur confierons l'ensemble des clés. Je reste quand même prudent d'abord, parce que c'est un outil extrêmement essentiel de notre territoire, Jean de Garonne, mais je souhaite que ça marche. Je souhaite que ça marche, et avec les réussites que cette société a eues sur d'autres sites, si nous pouvions avoir le 10e de cette réussite-là, nous nous en contenterions, je vous l'assure. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est premièrement la visibilité, deuxièmement l'expertise, et troisièmement, la gestion en cœur de métier. Ce n'est pas notre cœur de métier
que de gérer un outil touristique. Notre cœur de métier, c'est de faire la promotion de ces outils-là. Et donc là, nous nous sommes entourés de tous les avis juridiques. Notre service juridique a été très mobilisé autour de ce projet et en lien direct avec un avocat spécialisé. Et il a semblé à ces deux entités, notre service juridique et l'avocat, eh bien, que tout se passait de manière conforme aux réglementations. Voilà. Et effectivement, ce sont des constructions habituelles. Voilà. Donc après, je ne peux pas vous dire qu'au bout, il y aura la satisfaction de la réussite. Je n'en sais rien aujourd'hui. Mais en tout cas, il me semble que nous confions là cet outil à des gens qui font autorité et il y aura certainement beaucoup plus de chances de réussite au bout que si nous le faisions nous en direct, que si nous assumions nous-mêmes cette mutation vers un nouveau Jean de Garonne, parce qu'aujourd'hui, Jean de Garonne est à bout de souffle. Et quand on voit la fréquentation encore de Jean de Garonne aujourd'hui, c'est déjà une grande satisfaction, parce que ça aurait dû s'écrouler déjà depuis un petit moment. Voilà. Et ce n'est pas le cas, et tant mieux. Voilà. Oui. Je peux répondre. Bon, sur l'objectif, je suis d'accord. Faire appel à de vrais professionnels, là, ça ne me pose pas de problème. C'est le montage juridique qui me pose problème. Confier la gestion sans contrainte, déjà qu'on fait la gestion, c'est une délégation de service public. Alors, sur un an, c'est trop court, et un marché public aurait été adapté. Je me suis penché, effectivement, sur ce code des propriétés publiques, mais je n'ai pas retrouvé le fondement juridique pour assurer une telle mission. Donc, je ne peux que vous faire part de ma perplexité. Je l'entends. En tout cas, moi, je ne suis pas juriste. Les services juridiques et l'avocat que nous avons consulté nous ont clairement construit cette formule juridique en nous disant il n'y a pas de problème, c'est ce qui se fait habituellement et c'est adapté à votre cas. Après, s'il y a un souci, on reviendra devant vous. Mais j'espère qu'il n'y en aura pas en tout cas. Et ce que je veux au bout du compte, c'est que Jean de Garonne qu'on puisse avoir une visibilité rapidement, de manière à savoir comment on investit, pourquoi on investit et vraiment à quelle destination, quoi. Oui, Jacques Bellirit. Oui, alors moi je pense que c'est une chance pour Val-de-Garonne et pour Jean de Garonne d'avoir un opérateur qui s'intéresse. Effectivement, je pense que ce projet n'aurait pas existé sans l'initiative publique, pour être très clair. C'est-à-dire que quand on l'a créé, on ne pouvait même pas imaginer qu'un opérateur privé vienne là-dessus. Aujourd'hui, on est dans une phase de renouvellement, de repositionnement et de développement. Et avoir un opérateur privé, voilà, avec les références, honnêtement, c'est une chance et je suis heureux que ça puisse venir. Là où je me pose une question, c'est effectivement, on leur donne les clés pour un an. Hein, c'est bien ça. Simplement, juste après, il doit y avoir un projet de développement qui doit être porté. Est-ce qu'il existe une mise en concurrence à ce moment-là? Si oui, comment existe cette mise en concurrence? Parce que on peut se retrouver assez facilement aussi les mains liées. C'est un opérateur privé et lui, il aura tout intérêt. C'est son action et c'est assez logique. Donc, est-ce qu'on se retrouvera dans une mise en concurrence réelle à ce moment-là? Moi, c'est quand même une question que je me pose aujourd'hui et pour lequel il est important parce que derrière ceci, on voit bien quand même que ça a des incidences publiques, financières, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on verse le montant du déficit, mais on continue à faire la promotion et donc partie promotion donc qui reste dans le domaine de l'office et puis on continue à payer par VGA l'ensemble des fluides. Donc on a bien là des participations qui sont importantes. Donc voilà, moi ça c'est vraiment la question que je me pose. Donc oui, il faut trouver des opérateurs. C'est comme ça qu'on aura des projets de développement. C'est majeur. Et aussi, plus on aura d'opérateurs privés,
plus on aura aussi de mise en synergie avec l'ensemble des projets qui existent là, voire ils pourront demain intervenir sur d'autres projets liés à la Garonne parce que eux, ils auront tout intérêt à aller voir se développer, ces autres projets. Donc voilà, donc ça c'est oui sur cette partie-là. Par contre, attention à ne pas se retrouver dans une situation où, en fait, la mise en concurrence ne sera pas réelle. Voilà, pour être clair, la mise en concurrence, au bout d'un an, ne sera pas réelle. Moi, c'est vraiment cet aspect-là qui prime pour moi dans la menu. Donc, c'est une chance pour le territoire. Je le dis, moi, au niveau départemental, j'en ai parlé ce matin, puisqu'on était sur des dossiers départementaux. J'en ai parlé. C'est une chance au niveau départemental aussi d'avoir cette entreprise qui vienne sur le territoire. Par contre, attention à ne pas être demain pieds-mains liés avec cet opérateur qui fera son métier et c'est fort logique. Je vais laisser la réponse à Pascal César, puisque c'est quand même une réponse très technique. Je partage effectivement ce point de vue et on a une vigilance particulière à avoir là-dessus. C'est vrai que cette convention d'occupation temporaire, elle est faite pour 1 an. Ça nous permet de voir effectivement ce qu'on est en capacité de faire demain. Et si demain, il y a effectivement une nouvelle convention, on l'appellera concession, marché, on verra effectivement le montage juridique que ça prendra. Nécessairement, il y aura une mise en concurrence et un appel à concurrence. Et effectivement, il faudra être vigilant sur le fait que cette personnalité, cet opérateur privé, a plus effectivement la connaissance. Ce sera à nous effectivement d'être très vigilants sur les procédures de publicité. Mais il y aura nécessairement une mise en concurrence. Merci. Y a-t-il d'autres questions sur ce dossier? Oui, Monsieur Labaud. Pas longtemps. C'est simplement que nous, petits maires, quand on met à disposition une simple salle des fêtes, nous effectuons un état des lieux et quand nous la récupérons, nous effectuons aussi un état des lieux. Là, bon, et au départ, on sait très bien qu'au départ, tout va bien, tout va toujours très bien au départ. Et moi, je pense que c'est tant que ça va bien qu'il faut faire les choses comme il faut. Quand ça va moins bien, c'est trop tard. Alors, je me pose la question, on ne sait jamais, si jamais ça déraillait ou comme ça. On sait ce qu'on met à disposition et qu'est-ce qu'on va retrouver au bout d'un an si jamais ça déraille, si jamais l'ambiance dégénère. Bon, je ne me fais pas de bile, Philippe, il sait où il va. Mais enfin, quand même, je pense que tant que ça va bien, il faudrait faire les choses comme il faut. Je vous remercie. Je suis d'accord. Hein. Sur le plan physique, il y aura évidemment un état des lieux et un inventaire, hein, ça c'est clair. Hein. Après, sur le plan de l'aspect commercial des choses, là on ne peut pas faire d'inventaire, si ce n'est la fréquentation qui existe. Voilà. Mais par contre, effectivement, on sera très vigilant. Et moi, je n'ai pas pour habitude de nous livrer pieds et poings liés à qui que ce soit. Donc, on sera quand même vigilant pour tout là. Il n'y a pas de souci avec ça. D'autres questions? Oui, Jean-Michel Moreau. Oui, donc tout est fort compliqué dans cette affaire. Effectivement, Président, vous l'avez rappelé, on y travaille depuis longtemps. Malheureusement, en ne trouvant pas de solution, ces gens que nous connaissons depuis plusieurs années nous proposent de faire ce partenariat. Nous n'avons pas trop d'alternatives. Hein. C'est où l'Office du tourisme continue à gérer et je crois qu'on peut les remercier aussi parce qu'ils ont fait un travail important depuis des années pour avoir toujours le potentiel de visiteurs que nous avons. Maintenant, si on veut se développer, comme vous le disiez, Président, il faut absolument avoir des pistes. C'est leur cœur de métier, c'est toute leur manière de travailler. Ils vont travailler différemment que nous. Il y aura, Monsieur Labaud, il y aura des difficultés, elles vont être nombreuses et effectivement on est dans un milieu où le milieu associatif est impliqué au milieu de tout ça, le personnel que nous avons, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir remettre à plat. Mais je crois qu'on peut y arriver, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Bon, cette convention administrativement ou juridiquement, moi j'y connais pas trop grand-chose. Je fais confiance aux hommes et je crois que l'Office du tourisme, il faut absolument qu'il continue sa vision des choses à faire cette promotion et cette partie d'animation. Et je crois que nous, la collectivité, on a, si on n'a pas d'autre solution, c'est d'essayer cette piste et au bout d'un an, et du moins au bout de 2 ans, de voir ce que ces professionnels nous diront.
Mais il faut qu'on reste prudent et qu'on ait les yeux ouverts sur des choses qui sont sensibles, parce que un point de repère comme les Jean de Garonne pourrait devenir peut-être un autre point de repère, donc ça serait dommage. Alors, soyons courageux, et puis c'est avec l'aide de tout le monde qu'on y arrivera. C'est pas en se bloquant et en faisant une fixation sur Jean de Garonne, non. Il faut absolument que chacun essaye de s'accaparer un peu ce projet, peut-être d'une autre manière, pour que les choses avancent différemment. Merci Michel. Oui, Michel Agueuzer. Non, c'est pas Michel, c'est Gilles. Gilles Agueuzer. Bon, ça pourrait l'être Michel, mais c'est pas le cas. Autant pour moi. Non, juste, ça va être très court. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Je crois que c'est une très bonne chose de s'orienter vers cette solution pour un an d'abord. Puis on voit bien que je crois que dans beaucoup de dossiers, on n'est certainement pas sur les derniers, que ce soit le premier avec les maisons de santé ou là, par rapport au tourisme, on est certainement dans une phase où on aura à peut-être expérimenter et à se lancer dans des opérations qui n'étaient pas des opérations classiques par le passé ou des choses qui ne se faisaient pas. Mais à un moment donné, aujourd'hui, si on veut avancer, si on veut réussir sur certains secteurs, il faut aussi arriver à être innovant et à prendre peut-être certains risques même. Ceci étant, je crois qu'il faut quand même être très vigilant par rapport aux aspects juridiques. Et c'est parce que c'est là qu'effectivement on peut avoir de gros soucis. Un fonctionnement sur un an, ça ne sera pas le drame de toute façon. Un privé qui arrive n'a pas du tout intérêt à ce que ça se passe mal. Mais par contre, il faut savoir, et là je rejoins tout à fait ce qui a été dit, que sur le plan juridique, c'est au moment où on fait les choses au départ qu'il faut être très vigilant. Oui, mais nous avons la même analyse des choses. Est-ce qu'il y a... Oui, Michel Perrin. Merci, Président. Je tiens quand même à signaler qu'on n'abandonne pas Jean de Garonne. Et on aura quand même l'Office de tourisme qui aura toujours un œil dessus. On sera toujours présent à côté de cette société Sites et compagnie, qui sont quand même des spécialistes dans le secteur touristique. Puisque il faut rappeler qu'ils gèrent quand même des sites importants. Vous avez dû le voir dans les annexes qui vous ont été communiquées. Il y a un constat. C'est vrai, Jean de Garonne s'essouffle. Et si on ne veut pas le perdre, et je pense qu'il faut qu'on se retourne vers des investisseurs privés. Alors bon, ça a été dit, redit, c'est pour une durée d'1 an. On a une convention d'1 an. Mais si on veut pérenniser Jean de Garonne, qui est le poumon touristique de notre territoire, je pense que c'est un passage obligé actuellement. Donc, au niveau après de la structure juridique, il a été fait appel quand même à des gens compétents. L'avocat bordelais gère ce type de structure. Donc, ayons un œil vigilant là-dessus, mais je pense que c'est nécessaire pour la survie de Jean de Garonne. Merci, M. Perrin. Y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? On peut passer au vote. Donc, pour cette convention d'occupation du site de Jean de Garonne, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Dossier numéro 3. Convention de mise en accessibilité des quais de la gare de Marmande. Je laisse la parole à Michel Couzigou. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, le dossier numéro 3 porte sur l'autorisation à signer une convention de mise en accessibilité des quais de la gare de Marmande par notre président. Cette convention, donc, elle rassemble 4 partenaires importants. Elle rassemble l'État, la SNCF Réseau,
la région Nouvelle-Aquitaine et puis ce qu'on appelle le bloc communal, donc, qui comprend VGA et la ville de Marmande pour la phase de Marmande et qui comprendra VGA et la ville de Tonnes pour la gare de Tonnes. De quoi s'agit-il? Donc, vous savez que la loi relative à l'égalité des droits et des chances de 2005, qui porte sur l'accessibilité, nous donnait à peu près 10 ans pour faire les travaux. Donc en 2015, toutes les communes se sont rappelées qu'elles avaient cette obligation de mettre en accessibilité. Et donc elles ont pour la plupart signé des engagements au travers des ADAP pour prolonger ce délai pour arriver à l'objectif de mise en accessibilité. Donc il en est de même pour les gares et pour l'accessibilité des quais de ces gares. L'État, les institutionnels et surtout ce qu'on appelle les autorités organisatrices de mobilité dont nous sommes se sont aperçus qu'elles avaient un petit peu de retard et donc elles ont un délai supplémentaire pour cette mise en accessibilité. Le projet, donc, il porte sur la gare de Marmande, qui est la première étape. C'est un projet qui va aboutir à une dépense de 5,1 millions d'euros, dans lequel donc, le bloc communal sera participant à hauteur de 25%. Nous avons planifié ça dans notre PPI à VGA. La dépense elle est de 627 kilo €, 1000 euros pour VGA, donc 200 000 déjà budgétés sur 2018, 310 kilo € sur 2019 et le restant, le solde de 117 000 € pour 2020. La gare de Marmande, c'est une gare importante. C'est une gare, lorsqu'on classifie les gares, on les classifie A, B, C. A, ce sont les gares qu'on appelle d'intérêt national. S'il vous plaît. B, ce sont les gares d'intérêt régional. Et les C, ce sont celles qui restent et qui disparaîtront à terme. Donc, non, je dis ça comme ça, mais ce sont celles qui sont d'intérêt rural ou secondaire. Pour être une gare de catégorie B d'intérêt régional, il faut faire environ 1000 voyageurs par jour. Et donc, sur la gare de Marmande, on est actuellement à 440 000 voyageurs à l'année, avec une forte augmentation de ces voyages depuis surtout juillet 2017, qui a vu l'arrivée de la LGV sur Bordeaux et qui nous positionne aujourd'hui à 3h et 4 minutes de Paris, ce qui n'est pas rien. Juste comme ça pour votre information, le trafic ferroviaire a fortement augmenté sur la gare de Bordeaux, à tel point que le trafic aérien de Bordeaux vers Orly, par exemple, a baissé de 70% depuis la même période, c'est-à-dire depuis juillet. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir cette gare et de l'aménager. Donc dans la convention, ce qui vous est présenté, en fait, c'est le plan de financement, c'est le partenariat, c'est aussi un point important, si vous ouvrez la deuxième page de la convention, qui a été globalement notre combat politique, c'est de garantir la taille des quais de gare. Vous avez dans le tableau de la convention, donc la longueur actuelle des quais qui sont pour les 3 quais de cette gare de 440 mètres. Et pour une gare d'intérêt régional comme la nôtre, il pouvait être préconisé de réduire ces quais à 290 mètres, ce qui est largement suffisant pour accueillir des TER, mais qui est insuffisant pour que les intercités s'y arrêtent, et encore moins, bien sûr, pour que les TGV s'y arrêtent. Donc la région, qui est un partenaire, qui fait partie des 4 partenaires de ce partenariat, bien sûr, a œuvré, a fortement questionné sur la nécessité de conserver ces quais à 400 mètres. Et le fait que le bloc communal et que VGA puissent être dans ce groupe de travail et aussi que VGA soit cofinanceur à égalité avec la région de ce projet a permis que notre voix soit entendue et on a pu garantir donc 400 mètres pour nos quais 1 et nos quais 2. Voilà. Donc,
Pour le reste, la convention, c'est un document très technique, hein, qui aboutira au financement que vous avez là de 5,1 millions au bout du compte pour le projet, qui précise les modalités de réactualisation de ce prix, etc. Un petit mot sur l'historique des travaux qui sont prévus donc, dans les gares. Actuellement, se réalise ou est en train de démarrer le positionnement par la SNCF de la passerelle qui va sécuriser les quais. Donc, il va mettre en accessibilité les quais. Donc, une passerelle qui, là, n'est pas financée dans ce cadre-là. C'est la SNCF en propre sur ses fonds qui finance cette passerelle. La seconde étape, donc, c'est l'opération que je suis en train de vous décrire, qui va être la mise en accessibilité des quais, avec rectification, et puis la mise aux normes de ces quais pour les trains actuels et pour la norme handicap. Donc cette opération devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, en 2018. Et vous savez que donc à partir de 2019... Non, pardon. L'opération de passerelle va se finir en 2018 et à partir de janvier 2019 jusqu'à peu près juillet 2019 vont se réaliser les travaux sur les quais. S'enchaînera ensuite ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal, hein, on vous en a déjà parlé, on vous en reparlera, dont les travaux sont prévus de démarrer à l'été 2019, s'il n'y a pas de délai. Voilà, j'espère que j'ai résumé assez simplement cette convention. Si vous avez des questions, je peux vous éclairer et vous y répondre. Y a-t-il donc des questions sur ce dossier? Oui, Jacques Billirit. Oui, enfin, c'est plutôt une remarque qu'une question. Enfin, on en a discuté en bureau. Encore une fois, on vient nous chercher sur des éléments dont on n'a pas la compétence. La mise en accessibilité des quais de la gare, enfin, quand on doit mettre en accessibilité ce qui appartient aux communes, voilà, il faut qu'on se les paie, quoi. Et la mise en accessibilité des quais de la gare, on vient nous chercher, on vient chercher des financements dans les territoires les plus pauvres, je le redis, parce que ce n'est pas le cas dans les territoires les plus urbains. Et on vient nous chercher et pour qu'on cofinance. Alors, on n'a pas d'autre choix. Michel s'est suffisamment battu là-dessus pour qu'on garde des longueurs de quai suffisantes. Je ne vais pas revenir là-dessus, il s'est suffisamment battu et c'est à mieux. On n'a pas le choix. Il n'empêche que c'est quand même inacceptable que, encore une fois, on vienne chercher l'argent de nos contribuables, parce que ce n'est pas le nôtre, là, c'est l'argent de nos contribuables pour financer des choses dont on n'a pas la compétence. Et c'est vrai pour ça, c'est pas vrai que pour ça. On a eu déjà l'occasion d'en parler. Et moi, je trouve que c'est dommageable forcément de bloquer des financements alors qu'on pourrait en avoir sur des compétences dont nous avons directement au niveau de l'agglo pour porter des politiques de développement. Donc voilà, je voulais juste en faire cette remarque et c'est pas du tout par rapport à au fait de financer. On n'a pas d'autre choix, donc on va la voter. On n'a pas d'autre choix, sinon on n'a pas une accessibilité qui se fait et après demain on aura une gare qui fermera ou certains trains qui ne s'arrêteront plus. Donc bon, évidemment qu'il faut qu'on le fasse si on veut desservir correctement et apporter un service pour les habitants du territoire. Mais franchement, je trouve qu'à force, ça fait beaucoup, quoi. Oui, alors, pour répondre, moi, je reconnais que j'ai eu la même réaction dans un premier abord. Je me suis dit, est-ce que nous sommes compétents? Bon, quelque part, les 4 millions, les 440 000 voyageurs qui empruntent ces gares sont des Marmandais, pour la plupart, en tout cas sont issus de Val-de-Garonne. Et ensuite, l'État nous a forcément sollicité pour qu'on fasse partie de l'opération. Et je crois que c'est important parce que ça s'inscrit malgré tout dans le projet global. C'est-à-dire que si l'État nous appelle là, il nous a aidés sur le projet des pôles d'échange multimodaux à l'extérieur des gares. Donc voilà, le contribuable, bien sûr, mais quand soit il paye par VGA, soit il paye par l'État. Donc quelque part, ça s'équilibre aussi. En tout cas, moi,
j'étais plutôt réticent à ce dossier au départ, pour les raisons que tu dis et par rapport à notre compétence. Je considère aujourd'hui qu'on a bien fait d'y être. Voilà. Parce que si on n'était pas là, eh bien, on n'aurait plus que des petits trains TER qui s'arrêteraient probablement à l'avenir. Voilà. Non, mais voilà. Non, mais Michel, encore une fois, on a débattu là-dessus et c'est tant mieux et c'est parfait. Juste, je redis qu'aujourd'hui, les territoires les plus pauvres sont aujourd'hui dans l'obligation, en fait, on est mis devant des obligations de financer des choses dont on n'a pas la compétence, et les choses ne se traitent pas du tout de la même façon dans les métropoles qui, elles, ont des moyens beaucoup plus importants que nous. Voilà, c'est ça que je veux dire, et que nos territoires, les territoires ruraux, sont à la fois, chaque fois, mais c'est vrai pour ça, encore une fois, et c'est pas vrai que pour ça. Mais bon, à force, c'est vrai que ça devient un peu lourd pour l'ensemble des contribuables. Et c'est des politiques propres qu'on ne pourra pas mener. Donc je voudrais rajouter un dernier point. Donc, là, j'ai parlé forcément, et la convention que vous signez, et la convention financière qui concerne uniquement la gare de Marmande, parce que c'est le projet qui est planifié et qui démarre aujourd'hui. La SNCF est en train de, puisque c'est quand même le SNCF Réseau qui va être à la maîtrise d'ouvrage de cette opération, va planifier la gare de Tonnes en suivant, mais bon, aujourd'hui, le calendrier n'est pas tout à fait établi. Voilà. Oui, Gilbert Dufour. Oui, donc je reviendrai un petit peu sur ce qui se passe au niveau de la collectivité. Il a été de même pour le parking de covoiturage à Samazan. Donc en fait, c'était le même cas. C'était aussi appel à l'agglomération pour payer un parking de covoiturage. Et je pense qu'on n'était pas trop concernés là-dessus, mais voilà, ça continue. Donc en fait, c'est pas rien, parce qu'en fait, c'est fait, mais c'est l'argent des contribuables. Tant qu'il va là, il ne va pas ailleurs. Alors je ne suis pas contre non plus le projet là, des quais et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous voyez le bazar qu'il y a. On travaille aussi pour des personnes qui aujourd'hui font grève pour défendre leur pouvoir d'achat ou leurs avantages. Et un appel à concurrence voulu par le gouvernement. Donc on ne sait même pas si on travaille pour la CNCF ou pour qui demain. Mais bon, le principal, c'est de garder nos trains. Donc si on veut garder quelque chose, il faut s'y entretenir. Mais enfin, voilà, c'est facile pour les uns et c'est moins facile pour les autres qui sommes nous-mêmes, quoi. Voilà. Merci. Alors, pour être tout à fait exhaustif dans l'information, il faut quand même signaler que c'est un dossier qui date d'il y a 3 ans. Hein. Donc, quels que soient les gouvernements, c'est la même chose. Et il y a 2 dossiers qui m'ont été présentés à ce moment-là. C'est celui-ci et un deuxième dossier qui était un passage souterrain avenue de Miramont, route de Miramont, d'une hauteur de 7 millions d'euros avec un cofinancement à 25% par les collectivités locales. Et celui-là, je l'ai immédiatement refusé. Ce n'est pas à nous de passer sous la voie ferrée quand elle est dangereuse. Donc à l'époque, j'avais adressé une fin de non-recevoir sur ce dossier-là, parce que j'estimais que là, la coupe était vraiment trop pleine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce dossier-là? Pas d'autres questions? On peut passer à la délibération. Donc pour la convention de mise en accessibilité, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Je vous remercie. Dossier... 2 abstentions? Ah oui, la 2 voix. Pardon. Dossier numéro 4. Approbation des cotisations, participations et subventions versées par Val-de-Garonne Agglomération. Je laisse la parole à Francis Dutil. Oui, donc le montant des subventions et des participations que vous avez reçues a été modifié, comme on vous l'a indiqué, pour expliquer ce qu'était Environnement Plus, avec que c'était l'ensemble des subventions. La modification liée à la mission locale de Val-de-Garonne, de Moyenne-Garonne. Par contre, donc, le montant de 747 090 correspondant à l'Office du tourisme est identique à l'année dernière. Et le montant de 414 600, que vous avez là, le total des subventions, et bien sûr, dans le cadre du voté qui a été qui a été voté en budget primitif, vous savez tous du montant qui est de 556 000 euros. Donc on est à 414, ce qui fait que ça laisse une marge éventuelle pour des subventions d'intérêt communautaire qui apparaîtraient au dernier moment. Est-ce que vous avez des précisions sur des subventions particulières? La présidente de la commission étant là, elle sera en mesure, Marilyn, de vous expliquer leur choix sur tel type de subvention ou pas. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Pas de questions particulières? On peut passer au vote.
Donc pour ces cotisations, participations et subventions versées par Val-de-Grande Agglomération, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Dossier numéro 5, c'est ça. Dossier numéro 5, délibération complémentaire à la délibération D 2018-A18 et modifiant en faveur de Val-de-Grande Agglomération la maîtrise d'ouvrage de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain Habiter ma ville 2 à Marmande. Je laisse la parole à Jean Guiraud. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Donc, ce dossier numéro 5 concerne le renouvellement de l'OPRU de Marmande, Habiter ma ville, dans un créneau de 2018 à 2023. Alors, on rappelle sur la précédente OPA. Donc, la précédente OPA, Marmande a lancé cette opération programmée de l'habitat en 2013 pour une durée de 5 ans, Habiter ma ville. Donc, ça a été véritablement un succès. 104 logements rénovés, 35 façades. Donc, ça aussi, ça a généré 2 millions d'euros de subventions, 4,5 millions de travaux, 80% comme il avait été précisé dans le bilan 2017, 80% de ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales. Donc, le souhait du service habitat et de la mairie de Marmande, c'était de renouveler cette opération. Et bien sûr, donc, nous avons délibéré, la mairie de Marmande a délibéré, le VGA a délibéré et l'ANA a donné un avis favorable. Donc, les subventions pour le VGA ont délibéré à hauteur de 420 000, 315 000 pour la mairie de Marmande et 1 561 000 pour l'ANA, ce qui n'est pas négligeable. Or, donc, il ne restait plus qu'un avis à recevoir, l'avis de l'ADREA l'Aquitaine, qui est arrivé le 13 février, émettant un avis défavorable, du fait que le PCI a la compétence habitat. Donc, ce qui veut dire que la maîtrise d'ouvrage doit passer de la commune de Marmande sur la communauté de communes, VGA. Donc des démarches ont été entreprises sans succès. Donc maintenant, il reste à définir justement que le service habitat de Val-de-Garonne prenne la compétence de cette opération qui est nécessaire pour 2018-2023. Donc au niveau des subventions, ça ne changera rien. Il n'y a que dans l'ingénierie, là, on cherche un accord, je pense qu'on a trouvé, c'est la participation de la mairie de Marmande à 50%. Sur un montant, donc ce qui ferait un montant de 41 300 euros pour VGA et 41 300 euros pour la mairie de Marmande. Donc il va falloir prendre des délibérations parce que déjà on est au mois d'avril pour précipiter cette opération, pour que cette opération puisse démarrer. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce dossier ? Dans un premier temps, la parole circule et après on passera à la délibération. Y a-t-il des questions sur ce dossier? Oui, Jacques Belliry. Oui, qu'on ait une opération ou pas RU sur Marmande, pas de souci. Effectivement, on a passé la même opération. Enfin, la même opération a été passée pour Tonnes, il y a quelques mois de ça, et avec Tonnes comme maître d'ouvrage. Donc, dans cette opération-là, effectivement, maintenant, on va se retrouver devant l'obligation, pour ce qui est de l'agglo, de prendre 40 000 euros sur l'animation, pour être très clair, 40 000 euros que nous n'avons pas par ailleurs. Moi, ce qui me semble important, et je l'avais dit, je sais qu'il y a des crédits qui ont été votés là-dessus, c'est véritablement de mettre en place, puisqu'on a la compétence habitat, de mettre en place le PLH sur l'ensemble de notre collectivité. C'est de ça, enfin pour moi, c'est de ça dont il s'agit. Et on arrêtera d'avoir ce type de problème. On est en retard par rapport au PLH. Je sais que cette année, on a mis les crédits. Donc, je pense qu'il faut absolument qu'on avance sur ce dossier-là, sur la mise en place du PLH, qui reprendra
aura effectivement l'ensemble des OPA RU et puis l'ensemble également du programme d'intérêt général sur les centres-bourgs qui reprendra cette totalité dans une politique globale d'habitat sur notre territoire. Je pense que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui, puisqu'on a la compétence, ok, qu'on l'assume complètement. Effectivement, on va se retrouver avec une disparité par rapport à Tonnes dans cette affaire-là, mais qu'on mette en place le PLH, comme ça on n'aura plus de problèmes de ce type-là à se poser dans les années à venir. Alors là aussi, pour une information tout à fait exhaustive, le PLH, donc ça y est, ça démarre, hein, puisqu'on avait repoussé à chaque fois les 70 000 € nécessaires pour des raisons budgétaires. Aujourd'hui, ça va, donc on va l'assumer, il n'y a pas de souci avec ça. Et pour Tonnes, nous avons proposé à Tonnes la même opération que Marmande, puisque maintenant nous sommes obligés d'en passer par là, et Tonnes a préféré garder effectivement la maîtrise d'ouvrage communale, voilà. Donc voilà, c'est un choix que nous respectons et je ne pense pas qu'aujourd'hui l'État vienne de manière rétroactive nous obliger, alors qu'on le pensait à un moment. Je ne crois pas qu'on vienne nous demander la rétroactivité pour passer la maîtrise d'ouvrage à l'agglomération. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Et on verra comment ça se passera dans l'avenir. Hein. Pour répondre, donc, l'ADREAL s'est appuyé sur une circulaire qui date de 2002. Si on a obtenu des autorisations, la première OPA RU de Marmande et les deux OPA RU de Tonnes, ça a été une tolérance. Aujourd'hui, il n'y a plus de tolérance. Donc voilà. Donc, et pour répondre aussi, le PLH va être lancé, le diagnostic va démarrer prochainement. Donc d'ici 6 mois, ou d'ici la fin de l'année, on aura le PLH. Merci. D'autres questions ? Oui. Y a-t-il d'autres questions ? Pas d'autres questions ? On peut passer à la délibération. Donc, sur la modification de maîtrise d'ouvrage de l'OPA RU Habiter ma ville à Marmande, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dossier numéro 6. Dossier numéro 6, créance éteinte. Y a-t-il des questions sur ce dossier-là ? Pas de questions. On passe au dossier technique. Dossier numéro 6, qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 7, validation des statuts du syndicat mixte du DRO Aval. Désignation des délégués de Val-de-Grande Agglomération. Pour la commune de Cobon-Saint-Sauveur, titulaire Jean-Christophe Duquéchy. Pour la commune de Sèche, titulaire Jackie Bortolin. En suppléant pour Cobon, Christophe Fabre-Pinon. Et en suppléant pour Sèche, Christophe Borde. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous m'autorisez à faire un vote à bulletin, à main levée, pardon, pour éviter le vote à bulletin secret? Pas d'opposition. Donc pour cette délibération numéro 7, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Dossier numéro 8, projet de coopération leader, participation à un événement artistique et aux réunions de coordination des partenaires 2018. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Dossier numéro 9, création de postes au tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Sur les décisions, y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je voudrais d'abord, avant de lever la séance, vous adresser une information importante. Je voudrais d'abord demander à M. Abénia de venir nous rejoindre. Bien, j'ai une petite déclaration à vous faire, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Mesdames et messieurs les vice-présidents, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service. C'est donc aujourd'hui l'heure du bilan pour notre ami trésorier, pour M. Abénia. Alors un bilan, c'est un comble ou un paradoxe pour un comptable public, mais en tout cas pour lui, ça devient une réalité. De son propre aveu, la vie continue, et à l'approche de la retraite, il est plein de projets, et nous l'avons même senti un petit peu euphorique. Et pourtant, les manieurs d'argent, et tout particulièrement les manieurs de deniers publics, n'ont pas une réputation de personnes très amusantes.
et souvent ils ne nous font pas sourire. Bref, ce ne sont pas des rigolos. Un sou égale un sou. 2 plus 2 font 4, et pas plus ni moins. Si vous me le permettez, cette comparaison, les comptables sont des personnes inspirantes. Il n'y a qu'à regarder toutes ces préparations culinaires qui portent le nom d'un grand financier. Vous connaissez tous, je l'imagine, la carpe à la Fouquet, le faisan à la Rothschild, les pêches à la Colbert, la sauce béchamel, sans parler de la sauce financière et de cette délicieuse pâtisserie appelée là encore le financier. C'est ainsi que M. Abenia, en véritable cordon bleu, presque en top chef, a su concocter aux élus que nous sommes, à notre direction, à nous tous qui sommes amateurs de bonnes choses, des analyses financières, communales et intercommunales particulièrement raffinées, longuement mijotées, avec des verdicts qui étaient parfois un peu lourds à digérer, mais sans jamais, comme tout grand chef qui se respecte, livrer le secret de ses fabrications. Depuis près de 10 ans, sur notre territoire, et pour satisfaire nos appétits de gourmets, il nous a, depuis sa petite arrière-cuisine située au boulevard Fourcade, tiens, encore le père d'un ancien ministre des Finances, préparé des mets de plus en plus élaborés, rigoureusement travaillés avec un œil de caissier et de payeur, attentif sur la gestion de nos stocks et en surveillant ce que nous avions en portefeuille. Faute d'une étoile au Michelin, qui n'aura jamais, quoique, il participe au groupe expert. Il est satisfait, je pense, de l'excellente cotation dont jouit VGA aujourd'hui et de toutes ses communes membres. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'il va nous dire avant de partir, auprès des établissements bancaires. Comme Vatel, célèbre maître d'hôtel du Grand Condé, M. Abenia a la hantise de ses plats préférés, les comptes de gestion, qui ne soient pas livrés à temps à la table de ses édiles favoris. Sans aucun doute que dans le cas contraire, il se serait cru déshonoré et se serait probablement percé le cœur de son épée de Damoclès, celle qui trône sur sa responsabilité personnelle et pécuniaire et qui menace tous les comptables publics. Mais je voudrais faire le parallèle aussi avec une autre épée qui pourrait sortir de chez Ragueneau, le pâtissier d'Edmond Rostand, et qui pourrait aussi dire, à la fin de l'envoi, « je touche ». Vous l'aurez compris, des cuisiniers, des chefs de cette qualité, on n'en fait plus. Ils sont aussi rares que les crédits à taux zéro pour les collectivités. Son départ sera ressenti comme un trou sans fin. Je n'écris pas F-I-N. Un déficit difficile à combler. Alerte au fourneau de la trésorerie, tous les marmitons s'activent, la tâche de succession sera particulièrement rude auprès de nous. En fin d'année, en plein déménagement, il faut éviter les rejets à tort, rattacher tous les produits, frais ou avariés, comptabiliser les charges, en partie double, encaisser les recettes des produits virtuels, invendables, ou valider les mandats en fin d'année. 5 moins 1 égale 4, mais quand 1 compte 2, en fait, c'est encore de la ratatouille que vous nous faites. Plus sérieusement, vous avez assumé vos missions de conseil et les évolutions de nos organisations avec brio et compétence et avec beaucoup de bienveillance pour nous, en vous montrant à l'écoute des élus et des services qui ont toujours des papilles très exigeantes. Pour les aider, pour les accompagner dans cette gestion qui devient de plus en plus difficile. Vous avez su créer ces liens privilégiés, bien sûr, pour cela, cerise sur le gâteau, vous vous êtes entouré d'une équipe de collègues consciencieux que nous tenons ici aussi à associer à cet hommage qui vous est rendu pour votre départ. Votre successeur aura lui aussi la lourde tâche d'enchanter nos palais délicats.
L'heure de vous remettre des souvenirs de notre beau terroir a sonné. Vous partirez avec quelques crus reconnus chez nous, un peu de lecture, des guides pour préparer les voyages, je crois, qu'ils vous font fourmiller les pieds, en Islande et en Patagonie, semble-t-il. En tout cas, en un mot, Monsieur le Trésorier, merci. Je pourrais conserver le texte ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un mot écrit à deux mains. Écoutez, je vous remercie très sincèrement. Forcément, je dirais, je quitte effectivement des fonctions dans quelques jours. Je quitte surtout des amis, je veux dire, parce qu'au fil du temps, avec presque 10 années d'exercice de mes fonctions parmi vous, j'ai croisé beaucoup de monde, je dirais. C'est mon 8e poste, maman est mon 8e poste, et je suis, je dirais, l'addition de 1000 expériences d'élus. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, j'essaye de le restituer, je veux dire, mais surtout, j'étais le cumul de 1000 expériences, et donc j'ai côtoyé tous les élus, j'en ai encore reçu 3 aujourd'hui, on n'a pas parlé budget, on a parlé ratio, on a parlé... Alors j'ai toujours essayé, je me suis efforcé de rendre, comme vous disiez, Monsieur le Président, la cuisine digeste, la rendre sympathique parfois. Donc certains me disaient, vous gardez toujours votre sourire, parce que je veux dire, on peut parler de choses très sérieuses, capitales, je veux dire, quand on parle de finances publiques, bien évidemment, je suis tombé dedans étant petit, hein, donc je veux dire, pour moi c'est essentiel, mais je quitte surtout, je dirais, des amis, parce j'ai fait un peu le bilan dans ma tête de tout ce qu'on avait construit ensemble, tout ce que je vous avais aidé modestement à construire, et toutes les communes du Val-de-Garonne ont toutes mené dans les 10 années passées des projets énormes. Et je pense que dans les 10 années à venir, vous n'aurez plus peut-être la capacité ou plus le besoin de mener des projets aussi importants. Donc vraiment, j'ai passé 10 années, presque 10 années dans le Val-de-Garonne, je dirais, mon dernier poste, donc je l'ai particulièrement soigné, mais surtout j'ai croisé des gens à l'écoute, bienveillants, c'est-à-dire que parfois, vous l'avez dit, Monsieur le Président, on s'est dit des choses qui ne faisaient pas toujours plaisir, qui étaient censées ne pas faire plaisir, mais j'ai trouvé les moyens de vous les dire, vous avez surtout trouvé les moyens de les comprendre, et de comprendre que c'était dans l'intérêt de la collectivité, de votre collectivité, de vous-même, que les choses étaient dites. Voilà. Donc moi, je vous remercie. Je quitte, bien sûr, Monsieur le Président, c'est parler de bilan. Pourtant, c'est quand on fait le bilan de sa propre vie, de sa propre expérience, que je suis le moins à l'aise. Vous m'auriez parlé du bilan comptable, vous m'auriez parlé... Là, j'aurais été à l'aise. Là, me parler du bilan, effectivement, le bilan, c'est une vie, une nouvelle... Et je ne le vois pas comme une fin, c'est plutôt comme un début, puisque j'ai plein de projets. Et effectivement, Monsieur le Président a bien cadré. J'adore les voyages, si vous voulez. Et puis, mon épouse n'aime pas les régions froides. Et l'attitude, elle va être à la retraite dans un an, donc je me dis, j'ai une année pour en profiter. Voilà. Merci beaucoup à tous, et puis sûrement, à bientôt. Merci beaucoup. Mes chers collègues, la séance est levée.